votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le contentieux entre Ousmane Sonko et la Direction générale des élections tranché par la Sénat. La Commission électorale nationale autonome vient d'ordonner la délivrance des fiches de parrainage aux candidats. Un petit pas pour la défense de l'opposant, un grand pour la démocratie sénégalaise, selon son avocat, Maître Khouraïssi Ba. Prévu ce mardi, l'audience portant sur la radiation d'Ousmane Sonko a été reportée à une date ultérieure, raison invoquée par la Cour de justice de la CEDEAO, un besoin de traduire les derniers éléments du dossier. L'audience a été notamment marquée par un échange houleux entre le juge et l'avocat français Juan Branco. Le Sénégal compte plus de 18 millions d'habitants et la population masculine est légèrement supérieure à celle féminine après des mois de recensement. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié ce mardi son rapport. Ce 1er novembre est célébré la Toussaint par la communauté chrétienne. Nos reporters ont fait un tour chez les fleuristes établis aux abords du cimetière Saint-Lazare de Béthanie et le constat, les clients se font encore désirer. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, saisi par les avocats de la coalition Sonko 2024 à propos du refus de la Direction générale des élections de réintégrer l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales conformément à la décision du juge du tribunal de grande instance de Ziguinchor. La Commission électorale nationale autonome tranche et ordonne la délivrance des fiches de parrainage au candidat Ousmane Sonko. Une note que la Sénat a transmise à la Direction générale des élections. Les détails, c'est avec Mamadou Falla. La Sénat tranche en faveur d'Ousmane Sonko concernant les fiches de parrainage. Elle ordonne d'ailleurs à la DGE de les remettre au leader de l'ex-PASTEF. La Sénat s'est basée sur les dispositions des articles L13 et L47 du Code électoral et de la loi 2005-07 du 11 mai 2005, notamment en son article L3, pour demander à la DGE de remettre au mandataire du requérant les fiches de parrainage et la clé USB qui va avec, ainsi que tout autre outil de collecte prévu par la loi. Cependant, Ousmane Sonko peut saisir à nouveau la Sénat à défaut d'exécution de l'injonction dans un délai de 24 heures. La Sénat pourra mettre en œuvre son pouvoir de dessaisissement de la DGE et de substitution d'action pour délivrer les fiches de parrainage au sieur Sonko conformément à ses prérogatives tirées de l'article L13 du Code électoral. La Sénat veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives, les partis politiques, les candidats et les électeurs. Tient à rappeler l'organe. La Commission électorale nationale autonome note et constate que toutes les pièces visées par Ousmane Sonko sont versées au dossier et que l'ordonnance du président du tribunal d'instance de Ziguinchor a été rendue dans le cadre du contentieux des inscriptions sur les listes électorales. La Sénat invite la DG à prendre en relation avec tous les services concernés du ministère chargé des élections les mesures nécessaires. Et nous poursuivons ce journal toujours avec l'affaire Ousmane Sonko, notamment sa radiation des listes électorales ou encore la dissolution de son parti PASTEF. La Cour de justice de la CEDEAO a mis en délibéré l'affaire le 6 novembre prochain. Le juge a évoqué un besoin de traduire les derniers documents reversés dans le dossier par le requérant, et cela dans le but de permettre une meilleure compréhension aux membres de la Cour. Une audience marquée ce matin par un échange houleux entre le juge et l'avocat français, Maître Juan Branco. Le point, c'est avec Ibrahim Akan. Saisie par les avocats d'Ousmane Sonko, la juridiction sous-régionale devait se pencher ce mardi sur 3 points. La radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales, la dissolution de PASTEF, mais également la proposition d'une mesure alternative à la détention provisoire du candidat Sonko. Après avoir écouté les deux parties, notamment les conseils de Sonko, l'agent judiciaire de l'État du Sénégal, le juge a mis en délibéré l'affaire le 6 novembre prochain.
Une audience marquée surtout par un échange houleux entre Maître Juan Branco et le juge après que l'agent judiciaire de l'État a demandé à révoquer les avocats étrangers de la défense, notamment Maître Saïd Larifou et Maître Juan Branco. Pour Maître Ciré Clédorli, le renvoi est plus motivé par un problème technique relatif à l'absence de traduction des documents en portugais parce qu'il y a un juge qui ne comprend que cette langue et qui fait partie de la composition de ceux qui devront prendre des décisions, de sorte qu'il est normal qu'en toute liberté et indépendance, qu'il puisse bien comprendre ce qu'il a à juger sans s'en référer aux autres. En tout cas, la Cour a la lourde charge de se prononcer sur les 3 points objets du recours de la défense de Sonko. Rendez-vous lundi prochain. Et puis sachez qu'Amadou Ba, membre du directoire de l'ex-parti PASTEF, à qui il est reproché d'avoir publié une correspondance que l'administration pénitentiaire avait adressée au ministre de la Justice à propos de l'état de santé d'Ousmane Sonko, vient d'être libéré et placé sous contrôle judiciaire. Ceci après plusieurs jours d'audition et de retour de parquet. Arrêtée dans le cadre de la même affaire, la dame Fatima Khan, elle aussi, a été placée sous contrôle judiciaire. Prévue dans moins de 4 mois, l'élection présidentielle risque-t-elle de connaître un report? La question a suscité un débat au sein de la plateforme des acteurs de la société civile. Pour ces derniers, même si les signes d'un report sont perceptibles, impossible de laisser faire. Pour ces acteurs, les élections doivent se tenir impérativement. À date échue, le compte-rendu est signé Fatou Bintou Conté. Reporter les élections présidentielles, il n'en est pas question pour la société civile sénégalaise. Elle reste intransigeante sur la question. Nous sommes pour le respect du calendrier républicain. Nous sommes foncièrement contre tout report des élections présidentielles. Ça n'a jamais été le cas au Sénégal. Le Sénégal a connu des moments troubles pré-électoraux. Mais jamais on a eu à envisager le report des élections. Et c'est là pour plusieurs raisons, selon le directeur exécutif de l'ONG 3D. Parce que reporter les élections équivaut à augmenter la durée du mandat du président. Parce que quand on reporte, ça veut dire la conséquence automatique, c'est augmenter la durée. Ça veut dire que Macky doit rester encore. Pour combien de temps? S'il demande, si le principe lui est acquis, il peut demander un report de 2 ans et pourquoi pas 3 ans. Et ce serait quoi? Alors, troisième raison pour laquelle on ne doit pas reporter les élections, ce serait un précédent dangereux, une jurisprudence, une brèche que tout président élu peut utiliser demain pour reporter les élections et augmenter la durée de son mandat. Enfin, un report nécessite un consensus de la part des acteurs. Ce consensus-là est impossible. Pour Djibril Ning de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections, réglons d'abord la situation complexe qui prévaut dans ce pays avant de parler des reports d'élections. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de graves risques électoraux qui pèsent sur le processus électoral et qui pourraient amener notre pays à cela. Mais je pense que il ne faut pas se donner comme seule alternative le report des élections. Il faut travailler plutôt à solutionner ces risques électoraux de façon à ce que les élections puissent se tenir comme ça s'est toujours tenu. Et de s'inscrire dans la direction d'un report tout de suite, il vaut mieux travailler à trouver des solutions à ces risques électoraux et permettre à ce que les élections se tiennent de façon inclusive, apaisée et transparente. L'idée de reporter les élections est tantôt agitée au Sénégal. Sa faisabilité est actuellement source de problèmes. Retour à présent sur l'affaire du présumé homosexuel exhumé puis brûlé qui a suscité une très grande controverse ce week-end alors que les jeunes Kaolakois engagés à faire respecter leur propre loi s'opposent farouchement à tout acte contre nature. Les droits de l'homiste et certains leaders religieux, eux, condamnent ces actes qu'ils qualifient de barbares et contraires aux valeurs humaines et islamiques. Selon le juriste consultant
consultant Ahmed Cham, les défunts ont des droits qui doivent être respectés et tout contrevenant à ces droits est passible de sanctions conformément au code pénal. Le récit est signé Abdoulaye Diop. C'est un décès qui a provoqué une forte réaction sur les réseaux sociaux. Alors que des jeunes en colère ont incendié une personne accusée d'homosexualité, certains religieux et défenseurs des droits de l'homme condamnent cette sanction jugée trop sévère. Ce comportement va à l'encontre des préceptes islamiques selon certains religieux, mais il viole également les droits de l'homme selon le juriste Ahmed Cham. Il explique que de tels actes sont répréhensibles en vertu du code pénal, car l'article 353 alinéa 2 stipule qu'il sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 50 000 à 180 000 francs CFA pour quiconque sera coupable de violation de tombe. Et les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre. De plus, il existe des dispositions municipales liées à la réglementation des cimetières et de l'inhumation, comme l'explique M. Thiam. Les municipalités sont responsables de la gestion des sépultures à l'échelon local. Le procureur de la République de Kaolack condamne fermement ces actes qu'il qualifie d'une extrême gravité et de barbarie. Il promet d'ouvrir une enquête afin d'identifier les auteurs et d'engager conformément à la loi des poursuites pénales à leur encontre. En tout état de cause, l'homosexualité est réprimée par le code pénal sénégalais qui prévoit une peine d'emprisonnement d'1 an à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 150 000 francs CFA pour quiconque commet un acte impudique ou contre nature avec un individu de même sexe. Le Sénégal compte désormais plus de 18 millions d'habitants et la population masculine est légèrement supérieure à celle féminine. Après des mois de travaux et de collecte, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a publié les résultats du recensement national. C'était en présence de nos reporters Cheikh Diop et Pape Sangone Mbaye, compte rendu. Désormais, le Sénégal compte plus de 18 millions d'habitants, une population jeune. Selon les résultats préliminaires du 5e recensement de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. La population du Sénégal en 2023 donc, est estimée à 18 32 473 habitants, une population marquée surtout par sa jeunesse, avec un âge médian de 19 ans, avec une population jeune de 75%, 75% effectivement de la population à moins de 35 ans. Dakar, Thiès, Diourbel, les zones les plus concentrées en termes de densité. La taille moyenne de la population est estimée des ménages est estimée à 9 et avec un rapport de dépendance qui passe de 83% à 75%. Donc, quelques mouvements au niveau des départements, avec le département de Mbacké qui devient donc le premier département du Sénégal, suivi par le département de Dakar. Dans la région de Thiès, nous avons aussi le département de Mbour qui prend le dessus sur le département de Thiès. Ce recensement, une opération qui a mobilisé des moyens humains, matériels et logistiques énormes. C'est un budget de 23 milliards qui est exécuté à hauteur de 20,7 milliards et qui fait la fierté de notre pays. Donc c'est 99% des ressources financières qui sont supportées par l'État et 1% par les partenaires techniques et financiers. Donc c'est plus de 30 000 tablettes qui ont été mobilisées et plus de 25 000 agents recenseurs, contrôleurs, superviseurs, assistants informaticiens qui ont été mobilisés pour ce recensement. Le recensement, une étude qui se fait tous les 10 ans. Et les derniers résultats déclarent qu'au Sénégal, maintenant les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes. On a 50,6% d'hommes contre 49,4% de femmes.
Le directeur général du port autonome de Dakar s'est exprimé sur la tension qui sévit actuellement au niveau de l'infrastructure portuaire. Selon Montagassi, quelles que soient les difficultés, le port autonome de Dakar a le devoir d'assurer sa mission de souveraineté économique, sa mission de régulation, mais aussi de veiller à la fluidité du trafic. Toutefois, il s'est montré rassurant et a confirmé que des discussions sont bien menées avec les grévistes pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. Je vous propose de l'écouter au micro d'Habib Faye. Comprendre le rôle du port, c'est d'assurer sa mission de régulation. Nous sommes dans un secteur de souveraineté économique, le port autonome de Dakar. L'année dernière, on avait des problèmes de congestion. Donc les navires n'arrivaient pas à accoster à quai. Ce problème est réglé, on n'a plus de congestion maritime. Il y a un bras de fer entre les opérateurs économiques, à savoir les lignes maritimes, les manutentionnaires qui est DP World, et aussi les collectifs, à savoir les commerçants, les transitaires et les transporteurs. Ce bras de fer doit être régulé par l'autorité portuaire en situant les responsabilités, mais surtout en apportant un soutien dans la fluidité. Nous avons une congestion terrestre. Nous sommes en train de décharger le terminal à conteneurs qui était rempli à hauteur de 98%. Aujourd'hui, on est à 82%. C'est le niveau de performance jamais atteint depuis plus de 26 mois au port. Les discussions sont en cours. Le port fonctionne. D'ailleurs, les collectifs avaient apporté un démenti sérieux sur le sujet. Nous travaillons de manière sereine. Et aujourd'hui, le terminal à conteneurs a retrouvé son niveau de capacité nominale, à savoir 82%. Et le travail continue. Les performances du port, depuis 12 mois, ont démontré que c'était possible d'apporter des solutions. C'était des solutions simples qui sont assises sur une intelligence logistique, organisationnelle et la transparence dans la gestion afin de situer la responsabilité en cas de goulot d'étranglement. Les destinations Touba à présent venues s'enquérir de l'état des travaux engendrés, de l'état des dégâts plutôt engendrés par la rupture du bassin de Pofdy. Le ministre en charge des inondations s'est montré optimiste. Selon Issakha Diop, la situation est sous contrôle. Un recensement des impactés sera fait en vue de les indemniser. Je vous propose de l'écouter au micro de Talasson. La situation par rapport à l'accident qui s'est produit le samedi, donc la fissure de la digue qui a amené quelques dommages ici au niveau de Touba, particulièrement au niveau du bassin de Pofdy. Vous avez trouvé les techniciens de l'ONAS, en l'occurrence le directeur des travaux, les services de Henan Chine, mais aussi de la municipalité de Touba. Donc pour voir que l'accident a été vraiment pris en charge très tôt et qu'il y a eu des solutions. Il y a eu des impactés, comme vous le savez, quand il y a ce genre de situation, ça ne manque pas de dommages. Donc certains champs ont été envahis par les eaux. Donc nous allons instruire le gouverneur de la région de mettre en place une commission de recensement des impactés. Donc après, on pourra, en relation avec les services de l'ONAS qui sont engagés, donc vous avez entendu vous-même, le directeur des travaux, parlant au nom du directeur général qui a pris l'engagement vraiment de pouvoir dédommager ces personnes impactées. C'est une question qui est prise en charge par l'État, mais comme vous le savez, toutes les questions qui tournent autour de l'assainissement demandent des études approfondies. Donc ce travail-là est en train d'être fait. On a identifié une grande partie de Touba où la nappe phréatique est affleurante. Donc il y a déjà 21 forages de rabattement qui ont été déjà érigés. Donc, on sait que ça ne couvre pas tout le territoire et ça ne règle pas totalement le problème, mais il y a des débuts de solutions. Donc l'objectif c'est de pouvoir l'étendre et d'avoir aussi d'autres alternatives vraiment pour avoir des solutions durables par rapport à cette question de nappe phréatique. L'Union européenne en visite de travail au ministère des Affaires étrangères. Les membres de la délégation ont été reçus par le ministre Ismaïla Madior Fall. Alors, au menu de la séance de travail, le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre de la préservation de la paix et de la sécurité dans le Sahel. L'immigration clandestine a également fait partie des sujets abordés et le Sénégal et l'Union européenne travaillent sur une approche globale et durable pour mieux maîtriser le flux des migrants. Je vous propose d'écouter tout de suite Ismaïla Madior Fall, le ministre des Affaires étrangères. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. C'est sous ce rapport que nous œuvrons aussi ensemble pour le retour de la paix et pour la sécurité au Sahel, une zone aujourd'hui en proie à une instabilité politique.
au terrorisme et surtout à la pauvreté. C'est également sous ce rapport que nous devrions travailler à une approche globale, durable et concertée de la migration, pour une maîtrise des flux des migrants dans un esprit de respect et de dignité, à travers notamment la formule qui a été évoquée tout à l'heure par Madame le ministre sur cette mobilité circulaire dont elle a appelé à l'élargissement, notamment dans d'autres pays européens. S'agissant de la question des droits de l'homme, le Sénégal s'inscrit au cœur de ces politiques. La lutte contre toute forme d'inégalité, de discrimination et de violence à l'encontre des femmes et des filles. Aussi voudrais-je me faire l'écho de l'appel du président Macky Sall à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour une mobilisation générale, y compris celle du partenaire européen en faveur de la protection et de l'autonomisation des femmes. Et de la diplomatie, nous passons à la santé à Matam. Après avoir longtemps opposé une réticence, les populations acceptent enfin l'administration du vaccin contre le col de l'utérus aux jeunes filles. Dans le district sanitaire, 50 000 jeunes filles âgées de 9 à 14 ans constituent la cible. Elles ont bénéficié, ces filles, en plus de vaccins, et bien de séances de dépistage gratuites. Certaines d'entre elles, chez qui des lésions ont été détectées, sont désormais prises en charge. Le point, c'est avec Ali Bandelian et El Ajli. Considéré comme un véritable problème de santé publique, la propagation du cancer du sein et du col de l'utérus préoccupe les autorités médicales de Matam. Face à cette ampleur, le district sanitaire de Matam a organisé des séances de dépistage de plus de 500 femmes, parmi lesquelles une dizaine viennent d'être sauvées, car bénéficiant désormais d'une prise en charge précoce. On a également eu à dépister plus de 500 femmes dans le district sanitaire de Matam pour le cancer du col de l'utérus. Et dans ces dépistages-là même, on a eu à traiter quelques lésions précancéreuses qu'on a eu à avoir pendant les séances de dépistage. Et ces femmes-là, aujourd'hui, ont été bien traitées. Et donc, on leur a évité la survenue de cancer à un stade avancé. Le district sanitaire de Matam, qui a finalement réussi à convaincre les populations pour accepter la campagne de vaccination, plus que jamais engagée à barrer et stopper la chaîne de propagation de cette maladie. Cette campagne de vaccination cible 50 000 jeunes filles âgées entre 9 et 14 ans. Après de longues périodes d'hésitation, la population de Matam aujourd'hui a adhéré à la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Et c'est un grand pas aujourd'hui que toute une génération de jeunes filles soit vraiment protégée contre ce cancer-là grâce à cette vaccination HPV. Et aujourd'hui, si on a la chance de protéger toutes ces jeunes filles contre ce cancer grâce à la vaccination, c'est un grand pas justement vers l'élimination de ces cancers. Et Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a instruit de tout faire pour tout simplement faciliter l'accès à ces soins préventifs à toutes les personnes qui doivent l'avoir, peu importe donc leur localisation dans le pays. Une grande offensive contre le cancer du col de l'utérus en cours dans le département de Matam, où les autorités médicales insistent sur la sensibilisation et la conscientisation des femmes. La fête de la Toussaint, célébrée ce 1er novembre par la communauté chrétienne. Nos reporters ont effectué un tour chez les fleuristes aux abords du cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Sur place, un constat, les clients se font rares, les prix battent des records, l'espoir ne fleurit pas encore chez les vendeurs de fleurs. Illustration dans ce reportage signé Sornas Dioufsar. En cette veille de Toussaint, presque pas de clients chez les fleuristes aux alentours du cimetière Saint-Lazare. Cette situation désole les vendeuses trouvées sur place. Aujourd'hui, nous ne voyons pas assez de clients. Depuis ce matin, je n'ai rien vendu. Les temps sont trop durs, les gens veulent acheter, mais il n'y a pas d'argent. Et il faut comprendre qu'il y a une grande différence entre les années d'avant et maintenant. Selon les rares clients qui sont venus, les fleurs sont un peu chères cette année. Fatou, vendeuse de fleurs depuis des années, nous explique pourquoi les prix des fleurs ont grimpé ces derniers temps. Les fleurs sont chères. Les clients ne comprennent pas ça, malheureusement. Les fleurs qui coûtaient 500 francs, en gros, maintenant coûtent 1000 francs, le double, pratiquement. Les papiers, n'en parlons pas. Le rouleau qui coûtait 2000 francs est à 4000 francs. Vous voyez, on ne fait plus de bénéfices, ce qui est très difficile. Si on se réfère aux vendeuses, il y a une différence entre les fleurs vendues dans les cimetières et celles utilisées pour décorer les maisons.
Il y a des fleurs pour les cimetières et celles pour les maisons. Il y a une très grande différence. Il y en a qui préfèrent les fleurs naturelles quand ils viennent au cimetière pour voir leurs morts. La fête de Toussaint, célébrée demain par la communauté chrétienne, les fleuristes gardent espoir et espèrent trouver beaucoup plus de clients le jour J. Et nous en profitons pour souhaiter une très bonne fête de Toussaint à tous les chrétiens qui regardent ce journal. Les festivités du centenaire de la Turquie se poursuivent. Les jardins de la chancellerie ont vibré ce 30 octobre au rythme de la célébration de l'anniversaire marquant le centenaire du pays. Au programme, des projections ainsi qu'un message du président Erdogan en présence d'invités sénégalais et étrangers. Compte rendu signé Aminata Mbaresso. C'est un message vidéo du président Recep Tayyip Erdogan qui a ouvert les festivités du centenaire de la Turquie. Une cérémonie en son et lumière dans les jardins de la chancellerie turque à Dakar. 100 années d'existence, 100 années d'histoire, 100 années de conquête pour l'indépendance, du chemin parcouru, des défis à relever. De nombreuses entreprises turques continuent à s'implanter au Sénégal. Notamment, le mois dernier, j'ai eu l'honneur de participer à l'inauguration, encore par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, d'un investissement turc de fabrication de meubles à Diamniadio. Classée 21e puissance économique mondiale et 8e en Europe, elle est devenue une destination privilégiée des hommes d'affaires sénégalais. Présente au Sénégal depuis les années 1963, la Turquie fait partie des premiers États à nouer des relations diplomatiques avec le Sénégal. L'ouverture de la première ambassade de la République de Turquie au Sénégal remonte à l'année 1963. Cette ambassade est l'une des premières ambassades en Afrique. Cette fête, riche en couleurs, une illustration de leur ancrage au pays de la Teranga, du spectacle et de la dégustation, en présence de délégations étrangères et d'acteurs des arts et de la culture. Allez, l'actualité sportive à présent avec la Fédération sénégalaise de basket qui reçoit un don de la part de la mairie de Dakar. Ambition, aider la capitale à devenir un lieu incontournable du sport sénégalais, voire africain. Un tableau magnétique qui procure au basketball sénégalais une cure de jouvence. Le compte-rendu est signé Chersali Boudjara. Dans son ambition de faire de Dakar un hub sportif, la mairie de la capitale dote la Fédération sénégalaise de basketball d'un tableau magnétique de dernière génération, une contribution au rayonnement de la discipline. Et cela rentre bien sûr dans notre volonté aujourd'hui de contribuer à faire éclore le sport à Dakar. Je rappelle qu'au-delà du basketball, je rappelle qu'on s'apprête à lancer un programme de 19 terrains de football synthétique sur les 19 communes de Dakar. Je rappelle qu'on vient d'inaugurer le skatepark, d'autres activités sportives, que ce soit la natation, que ce soit des arts martiaux. La ville de Dakar compte apporter sa contribution pour que Dakar continue à être cette ville qui continuera à produire de grands champions, des champions qui feront en sorte que le drapeau national puisse continuer à être porté beaucoup plus haut. Une collaboration naissante entre la mairie de Dakar et l'instance fêtière du basketball sénégalais, véritable bouffée d'oxygène pour cette dernière. Ça ne nous surprend pas non plus, parce que depuis son avènement à la tête de la mairie de Dakar, il a considérablement aidé le basket sénégalais. Pour preuve, il a multiplié, je dirais même par 2, la subvention accordée à la Ligue de Dakar pour lui permettre d'organiser la Coupe du maire. Inch'Allah, au niveau de la fédération, nous allons effectivement commencer à développer une collaboration avec la mairie de Dakar qui va nous permettre de développer notre discipline. Je garantis qu'on fera bon usage de ce tableau et on verra également à son entretien. Avec ce tableau magnétique, le basketball sénégalais entre dans une ère de modernité, un nouveau départ pour une discipline qui a valu beaucoup de satisfaction au Sénégal. Et du basket, nous passons à la lutte. Le titre de roi des arènes à Pikine, le leitmotiv chez les supporters d'Ama Baldé qui va faire face à Modulo ce dimanche. Déjà, dans la ferveur, ils croient dur comme fer à la victoire de leur lutteur et prônent l'union sacrée autour de lui. Reportage à Milfaï. C'est une rue bondée de monde à quelques jours du combat royal.
Pékin est prête à accompagner son champion Ama Baldé pour décrocher la couronne. L'attente a trop duré, mais cette fois-ci, c'est la bonne, ce dimanche. Ce combat est pour tous les Pikinois qui seront derrière Ama Baldé. Chez le lutteur, ses supporters sont excités. Nous allons assurer l'ambiance, puis remporter la victoire. Toute la population apporte sa pierre à l'édifice pour aider Ama Baldé à s'imposer. Aucune violence n'est notée ici. Les jeunes font juste de l'ambiance. De force ou de gré, le titre de roi des arènes va revenir à Pékin, le cri de cœur des supporters. Nous allons remporter la victoire par force. Nous n'avons aucune pression car nous sommes sûrs de notre victoire. Nous prions juste pour le déroulement sans heurts de l'événement. La violence n'a pas sa raison d'être. Nous appelons au fair play car Ama Baldé va renverser Modou Lo. Tous unis pour la victoire du fils de Falaye Baldé au soir du 5 novembre. Ama Baldé va s'imposer avec la manière. Pas besoin de beaucoup parler. Ama Baldé est plus fort sur tous les plans. Vivement le jour J. L'objectif est clair pour ses fans. Après 5 ans d'inactivité, le petit frère de Jules Baldé va renouer son game face au roi des arènes, le roc des Parcelles Assainies. Un combat qui s'annonce palpitant. C'est la fin de ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Très bonne fête de Toussaint à la communauté chrétienne qui nous suit ce soir. Et restez avec nous tout de suite. Retrouvez Abdoulaye Der pour la deuxième partie de Soir d'Info. Il reçoit tout de suite M. Abdou Diouf, directeur général adjoint de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et c'est naturellement pour parler des conclusions du 5e recensement national. Excellente suite de programme en notre compagnie.